Et salut à toi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, potes, on va jouer à partie 2 de Watermelon Game. Et vous l'avez vu dans la description. Merci beaucoup. Peut-être que j'aurai l'ananas. C'est parti. Bon les gars, on est sur le jeu. Regardez. On va ici. Madame Dupuis, vous en parlez que, bon, je ne parlerai pas de dossier en particulier, mais que récemment, c'est pas le seul dossier. Les équipes d'enquête, notamment de la Sûreté du Québec, mais les autres corps de police, conservent les preuves, les documents, toute affaire comme dans les autres dossiers, pour les crimes majeurs, les homicides notamment. Non seulement la preuve est conservée, mais les équipes d'enquête travaillent en continu. Parce que c'est pas juste de conserver la preuve, mais que au fil du temps, on analyse, on relevé, il y a de nouvelles équipes qui se penchent sur ces enquêtes-là. Donc oui, la preuve est conservée. L'un des enjeux parfois, c'est la question des témoins qui ont une succession de personnes qui ont travaillé sur ces dossiers-là. Alors, évidemment, on peut établir une preuve hors de tout doute raisonnable, même 10, 20, 30 ans, 40 ans plus tard. Mais il faut beaucoup compter sur la science jusqu'à un certain point. Oui, mais disons, comment ces dossiers-là qu'on appelle des cold cases ou des dossiers résolus, c'est identifier la personne qui a commis ces crimes-là. Donc, n'oubliez pas les gars, on parle souvent de généalogie génétique, mais c'est plutôt des avancées à droite, il y a un truc d'extraction de données d'ADN dans le dossier sur les exemples. Donc oui, la science, naturellement, est importante pour identifier ces événements. La science, c'est un allié, mais évidemment, il y a des témoins aussi. Je pense qu'on des témoins ou si des témoins perdent la mémoire ou s'ils sont décédés entre-temps. Oui, mais il y a des outils et des procédures qui donnent l'importance de la conservation de la preuve. Un des éléments qui est un défi, c'est aussi les personnes, les scientifiques qui se sont penchés, par exemple, ici en termes de longtemps dans d'autres dossiers, ça fait 20 ans. Même les pathologies judiciaires, les biologistes de l'époque ne sont plus disponibles. Donc, ces gens-là vont être remplacés. Donc, oui, c'est possible. On a des règles qui nous permettent de remplacer des témoins. Quant aux témoins civils, là, ça devient des questions un peu plus complexes, mais il y a des questions juridiques qui permettent quand même d'administrer la preuve par nécessité. Donc, quand quelqu'un est décédé, par exemple. Donc, je comprends qu'on ne peut pas entrer dans les détails ni de ce cas, ni des autres, mais on peut imaginer que, justement, cette génétique généalogique, ça va faciliter le travail des enquêteurs, surtout ceux qui travaillent sur ces cold cases, là. Oui. En fait, c'est justement un petit peu... dans les médias, on parle de généalogie génétique. En fait, à date, le DPCP n'a pas porté d'accusation encore dans un dossier de généalogie génétique comme tel. Il y a des nouvelles technologies, des extractions d'ADN, de l'amplification, toutes des choses un peu complexes. Mais pour le moment, il n'y a pas de dossier dans lequel on a porté des accusations en généalogie. Mais oui, cette succession-là de dossiers, parce qu'il y en a à venir aussi, on peut compter qu'il y en aura à venir, que les avancées technologiques pourraient être capables d'identifier. Et dans certains cas, je viens de parler d'accusation, c'est une chose, mais également de permettre aux familles d'avoir une réponse pour toutes ces années-là. C'est pas parce qu'on ne porte pas d'accusation que ces avancées technologiques-là ne servent pas non plus vraiment grandement et les policiers, mais aussi la société. Est-ce qu'il en reste encore beaucoup des cas non résolus au Québec? Oui, je ne peux pas rentrer dans des chiffres exacts, mais les discussions qu'on a avec les corps de police, naturellement avec les partenaires comme le laboratoire de sciences judiciaires, il y en a beaucoup. Parce qu'on parle de crimes majeurs. Oui, on parle des homicides, mais on parle aussi de d'autres crimes qui pourraient être séquestration ou agression sexuelle. Donc oui, au Québec, il y en a beaucoup. Il faut rassurer les gens aussi, les dossiers sont jamais fermés. Ça, c'est la bonne nouvelle. En effet. Marie-Claude Bourassa, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Un plaisir, merci à vous. Au revoir. Un avocat lavallois a été blanchi des accusations de distribution de pornographie juvénile qui pesaient contre lui. Et ça, c'était à la suite d'une dénonciation produite par l'algorithme de Facebook. Pour en parler, on rejoint René Verret. Il est avocat criminaliste. Bonjour, René. Bonjour, Isabelle. Alors, l'algorithme de Facebook, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a identifié une image d'enfant nu sur la page de l'avocat. Il l'a transmise à un organisme qui, lui, a prévenu la police. Et tout ça sans qu'il y ait une vérification humaine.
Est-ce qu'on peut dire que la vie de cet avocat a été gâchée par l'algorithme? Absolument, et c'est très grave, parce qu'en même temps, on a mentionné qu'aucune preuve peut apportée par rapport sur la façon dont Facebook repère, identifie et transmet les données à ce centre-là. Alors, au niveau de l'enquête, il y a eu vraiment des manquements importants. Oui, c'est assez inquiétant parce que, parlons-en de l'enquête, bon, les policiers sont allés perquisitionner sa maison et je pense que dans tout ce qu'ils ont vérifié, dans tout ce qu'ils ont saisi, 343 000 fichiers, ils n'ont même pas trouvé la photo en question qui avait été transmise. Il me semble que c'est un peu bizarre. C'est exact, ils n'ont rien trouvé, il n'y a pas non plus de preuve que cet homme-là a retranscrit cette photo-là, si ce n'est qu'effectivement, l'algorithme de Facebook. Alors, il y a vraiment un manque important de la preuve. Bon, alors, il y a eu un manque au niveau de la preuve, mais il y a quand même un procureur du DPCP qui l'a autorisé, ce dossier-là. Et là, il y a eu une enquête préliminaire. La juge n'a même pas trouvé un élément qui justifiait un procès. Comment le DPCP a-t-il pu être convaincu qu'il pouvait déposer une accusation? C'est inquiétant quand on sait qu'à l'enquête préliminaire, il suffit de petites preuves pour citer la personne en procès, d'autant plus qu'effectivement, la poursuite a produit des photographies que la fille de cet homme-là a prises en voyage et des photos où il n'y avait absolument aucune connotation sexuelle du tout. Alors, il y a beaucoup de questions posées au niveau du travail du DPCP. En tout cas, ça montre bien à quoi ça sert, une enquête préliminaire. C'est exact. Alors, expliquez-nous un peu à quoi ça sert. Parce que l'enquête préliminaire vise à démontrer est-ce qu'il y a une suffisance de preuves, est-ce qu'il y a un début de commencement de preuves pour justifier un procès. Alors, s'il n'y a pas de preuves comme dans ce cas-là, et c'est rare que ça arrive, généralement, la poursuite dispose d'une preuve suffisante pour citer l'accusation. Alors, c'est très rare qu'effectivement, les gens soient libérés en fait. Parce que c'est ça, il faut l'expliquer aux gens, ce n'est pas acquitté, on dit blanchi, ça veut rien dire. Libéré, là, ça veut dire que les accusations tombent complètement. Il n'y avait même pas matière à déposer des accusations. Alors cet homme-là, c'est un avocat du travail, en droit du travail, il s'appelle Jean Berthelot. Est-ce qu'il ne pourrait pas engager des procédures, des poursuites, soit à l'endroit de l'État ou contre Facebook même? Ça a été assez cauchemardesque, ce que ça dit. Contre l'État, c'est sûr que c'est difficile. Il faut trouver des fautes, une faute importante. Effectivement, c'est plus difficile. Contre Facebook, c'est autre chose. Je pense que civiliste, il y avait, c'est difficile pour moi de me prononcer, mais quand même, il faut dire ça de rien. Et d'autant plus que, effectivement, on a mentionné que les personnes que Facebook effectuent des vérifications afin de confirmer les erreurs possibles. C'est grave. Mais Facebook, il y a le travail aussi qui n'est pas fait. Est-ce que Facebook est au courant, à votre avis, des erreurs assez graves là, que ça peut générer, cet algorithme-là? Ben, il ne semble pas, d'après le texte que j'ai lu ce matin, il ne semble pas que Facebook fait des vérifications par rapport aux données qui sont transmises. Et en plus, on transmet ça au Centre national et qui, eux non plus ne font pas enquête et ne vérifient pas non plus, ils transmettent ça tout de suite à la police. Alors, on appelle ça l'intelligence artificielle. C'est bien artificiel dans ce temps-là, oui. René Perrin, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci, Isabelle. Au revoir. Pour poursuivre son agression civile pour obtenir réparation, c'est possible? Notre collaboratrice Guy Delbachand nous explique tout ça. L'appel à l'aide d'un prisonnier caché dans un produit Regarde, 815 de score. de travailler pour alerter l'accident. C'était la partie Les 2. gardiens de prison utilisent Et ciao les potes. Mais certains sont morts en travaillant.